Je m'appelle Hugo Mercier, 74 ans, métallier et soudeur toute ma vie dans ce petit village de Saint-Laurent-des-Bois, en Dordogne. Aujourd'hui, je vis de ma pension. Tranquillement, enfin, tranquillement, n'est qu'une façon de parler, car après ce qui s'est passé, il a fallu des années avant que la paix ne revienne dans mon cœur. Quand on croit connaître quelqu'un comme sa poche et qu'on découvre soudain qu'on ne savait rien, c'est ce qui m'est arrivé après 40 ans de mariage. Parfois, un simple détail change tout. Dans mon cas, ce fut un voyage annulé au dernier moment. Si j'étais parti comme prévu, je vivrais peut-être encore dans l'illusion. Mais le destin voulait que je découvre la vérité. Mars 2020. J'avais 69 ans. Claire et moi étions mariés depuis 40 ans. Ce mois-là, je devais me rendre à Lyon, voir mon frère Julien, malade. Claire ne m'accompagnait pas. Engagements paroissiaux, disait-elle. Le voyage était prévu pour un mercredi. Le mardi soir, j'ai préparé ma valise. Claire m'avait fait une tarte aux pommes pour Julien. Aux petites heures, mon neveu a appelé. Julien était hospitalisé, mieux valait reporter. C'est là que j'ai eu une idée stupide. Au lieu d'annoncer l'annulation, je ferais semblant de partir et reviendrais le soir même avec des fleurs, un bon dîner, du vin. Notre mariage s'était refroidi ces derniers temps. Je pensais que ce serait romantique. Quelle idée saugrenue pour un homme de 69 ans, non? Mais cette décision allait tout changer. Je suis né ici en 1951. Mon père Robert possédait une petite propriété. Nous étions 5 enfants. La vie était simple mais bonne. À 9 ans, en 1960, mon père m'a emmené chez M. François Durand, le ferronnier. J'ai été fasciné par cet homme façonnant l'acier rougeoyant, les étincelles, le marteau sur l'enclume. Un jour, je serai comme lui, papa, ai-je dit. Il faudra travailler dur, a répondu mon père. À 14 ans, je suis devenu apprenti chez Durand. Il n'avait pas de fils et m'a tout enseigné. L'acier est comme les gens, Hugo. Il a son tempérament. Il faut connaître le moment exact pour travailler avec lui. En 1968, une inondation a détruit son atelier. Après 2 semaines à tout nettoyer, il m'a dit « Tu n'es plus apprenti, tu es mon associé ». En 1970, à 19 ans, j'ai vécu ma première tristesse. Durand est mort d'une crise cardiaque à la forge. Sa veuve m'a proposé de racheter l'atelier en paiements échelonnés. J'ai accepté. En 1972, à 21 ans, j'ai rencontré Claire, une institutrice venue de Lyon, enseignée au village. Belle, cultivée, douce. Elle est entrée dans mon atelier avec une cloche d'école fêlée. « Vous êtes le soudeur ?» Nous avons pris un café. Elle était différente des filles d'ici, mais ne m'a jamais fait sentir inférieur. Ses parents lyonnais n'appréciaient pas que leur fille éduquée sorte avec un métallier de village, mais Claire était déterminée. En 1974, à 23 ans, je l'ai demandée en mariage près de la Dordogne, en automne. Nous nous sommes mariés en janvier 1975. Réception à la salle communale, gigot d'agneau, vin rouge, jazz local. Lune de miel à Nice, 3 jours. Nous avons loué une petite maison près de l'atelier. En 1977, nous avons acheté notre terrain et construit notre maison, brique par brique. En 1978, j'ai agrandi l'entreprise avec l'aide de Claire qui calculait tout. En 1979, elle était enceinte. Thomas est né en mai 1980. En 1984, notre fille Manon. Si Thomas me ressemblait, Manon était le portrait de sa mère. Les années 1980 furent stables. L'entreprise prospérait. Mercier Métallerie avait bonne réputation. Claire est retournée enseigner. Les années 1990 ont continué paisiblement. En 1992, Claire est devenue directrice d'école. J'étais fier. Notre maison était achevée, avec son jardin et son verger. Le dimanche, toute la famille se réunissait. En 1995, une inondation a détruit l'atelier. La communauté nous a aidés. En 1996, j'ai reconstruit plus haut, plus grand. Thomas a terminé le lycée en 1998 et voulut étudier l'ingénierie. Manon s'intéressait à la littérature. En 2000, pour nos 25 ans de mariage, nous avons renouvelé nos vœux. Tout semblait parfait. En 2002, Thomas est revenu travailler avec moi. En 2003, Manon a commencé ses études à Lyon. En 2006,
elle est devenue enseignante à l'école de sa mère. Thomas a rencontré Sophie et ils se sont mariés en 2008. En 2010, à 59 ans, je suis devenu grand-père. Emma d'abord, puis Lucas. Manon a épousé Antoine en 2014. Claire a pris sa retraite en 2015 après 40 ans d'enseignement. J'avais passé l'administration à Thomas, mais allais encore à l'atelier chaque jour. Nos jours étaient calmes. Claire s'occupait du jardin, des petits-enfants. Je pêchais, voyais mes amis. Tout est resté calme jusqu'en 2018, quand j'avais 67 ans. C'est là que j'ai commencé à remarquer des changements chez Claire. De petites choses, rien de grave, mais assez étranges. Claire, toujours casanière, sortait davantage. Tricot le mardi, paroisse le jeudi, club de lecture le samedi. « C'est bien que tu aies tes activités, lui disais-je. Puis les incohérences ont commencé. Elle prétendait aller au club de lecture, mais Madame Dubois, notre voisine du groupe, m'a dit « Il n'y avait pas de réunion hier, c'était annulé. » Claire a balayé « J'ai dû me tromper de jour. » Elle rentrait avec des robes neuves, allait plus souvent chez le coiffeur, achetait des crèmes. « J'ai le temps de m'occuper de moi maintenant ?» justifiait-elle. Fin 2018, son téléphone ne la quittait plus, même à la salle de bain. Une nuit, je l'ai trouvée dans la cuisine sombre, envoyant des messages. « C'est Manon, elle a des insomnies. » Le lendemain, Manon m'a dit « Non, papa, je dors comme un loir. » Pourquoi ? Janvier 2019. Claire a annoncé un cours d'informatique à Lyon, mardi et jeudi. Quelques semaines plus tard, mon ami Marcel m'a appelé. « Quel cours ? Ma Françoise connaît tous les cours seniors ici. Jamais entendu parler de ça. » J'ai fouillé son sac. Aucun document, aucune note de cours. La semaine suivante, j'ai fait semblant d'avoir mal au dos. Avec Pierre, mon employé, je l'ai suivi. À Lyon, elle n'est pas allée à une école, mais dans un café du centre. Un homme d'environ 65 ans, élégant, cheveux gris, l'a rejointe. Bise sur la joue. 2 heures de conversation. « Rentrons, j'en ai assez vu », ai-je dit à Pierre. Le soir, elle m'a raconté son prétendu cours avec des détails inventés. Le mensonge coulait naturellement. Les jours suivants, elle revenait de cours plus animés, m'offrant de petits cadeaux. J'ai pensé à toi. Mars 2019. Je rejoins un groupe de voyage senior. Premier voyage à Avignon. C'était nouveau. Elle n'avait jamais voulu voyager sans moi. Groupe réservé aux femmes, a-t-elle précisé. 3 jours à Avignon. Au retour, un nouveau collier qui n'était pas sur les photos. Les dames me l'ont offert. Mai 2019, Strasbourg. J'ai demandé les coordonnées de l'organisatrice. Claire, mal à l'aise, m'a donné un nom. J'ai appelé, confirmation totale. Plus tard, j'ai su que c'était une amie complice. Les voyages sont devenus réguliers. Après chaque retour, Claire semblait plus distante. Notre relation se refroidissait. Septembre 2019. Un relevé de carte montrait des frais d'hôtel à Marseille, un week-end où elle était censée être à la maison. Erreur de la compagnie, a-t-elle dit. Fin 2019, Thomas m'a demandé « Tout va bien entre vous ?» J'ai menti. Noël fut étrange. Claire présente physiquement, mais l'esprit ailleurs, souriant à son téléphone. Février 2020. Pour nos 45 ans de mariage, j'ai organisé un dîner romantique à Lyon. Pendant quelques heures, c'était comme avant. Elle a pris ma main. C'était 45 merveilleuses années, Hugo. Le passé. Une douleur dans ma poitrine. Mars 2020. Le voyage à Lyon pour voir Julien. Mon neveu a appelé. Julien hospitalisé. Mieux valait reporter. C'est là que j'ai eu l'idée. Faire semblant de partir, revenir surprendre Claire. Une partie de moi voulait sauver notre mariage, l'autre voulait la vérité. Le 11 mars, j'ai quitté la maison avec ma valise. « Prends soin de Julien », a dit Claire. « Je reviens mardi. » Au lieu de la gare, je suis allé à l'atelier. À 15 heures, je suis rentré discrètement. La maison était vide. Pas de voiture au garage. J'ai attendu. 16 heures, 17 heures, 18 heures. Rien. Son portable, messagerie. J'ai appelé Manon. « Tu sais où est ta mère ?» Elle était surprise. J'ai appelé ses amis. Personne ne savait. Ou ne voulait dire. À 20 heures, je suis allé à la gendarmerie. Madame Mercier est responsable, ça ne fait pas 24 heures.
m'a dit l'officier Moreau. Je suis rentré, angoissé. Nuit blanche dans le fauteuil du salon. Le jour s'est levé, toujours seul. J'allais retourner à la gendarmerie quand je me suis souvenu. Son carnet de chèques. Elle y notait tout. Sur la page de la semaine, art pour mercredi. Juste ça. J'ai feuilleté. Art apparaissait régulièrement. Toujours les jours de ses sorties. L'homme du café. Sur la couverture arrière, un numéro au crayon. J'ai composé, main tremblante. Troisième sonnerie, une voix masculine grave. « Allô ?» Je suis resté silencieux. « Allô, qui est à l'appareil ?» J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Cette voix semblait confirmer mes pires soupçons. J'avais besoin de faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là à attendre. J'ai appelé Pierre, mon employé de confiance, et lui ai demandé de me conduire à Lyon. On va vérifier tous les hôtels de la ville. Lui ai-je dit sans entrer dans les détails. Nous avons passé toute la matinée à aller d'hôtel en hôtel à Lyon. À chaque réception, je montrais une photo de Claire et demandais si elle y séjournait. Dans certains endroits, j'ai remarqué des regards de reconnaissance, mais tout le monde niait avoir un enregistrement à son nom. C'était au 10e hôtel, un établissement discret du côté nord de la ville, que j'ai obtenu le premier indice concret. La réceptionniste, une jeune fille, a hésité quand elle a vu la photo. « Elle s'est enregistrée comme Claire Mercier ?» a-t-elle demandé, consultant l'ordinateur. « Oui », ai-je répondu, sentant un nœud dans l'estomac. « Non, nous n'avons personne avec ce nom », a-t-elle dit après quelques secondes. Mais son regard trahissait quelque chose. « S'il vous plaît », ai-je insisté. « C'est ma femme. Je suis inquiet. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. » La fille a regardé autour d'elle comme pour vérifier qu'elle n'était pas observée. « Il y a une dame qui lui ressemble, mais elle est enregistrée comme Claire Dubois. Elle s'est enregistrée hier avec un monsieur, chambre 214. » Dubois, son nom de jeune fille, qu'elle n'avait pas utilisé depuis plus de 40 ans. « Elle est là maintenant ?» ai-je demandé, la voix étranglée. La réceptionniste a secoué la tête. « Ils sont partis tôt, mais ils ont laissé la clé, donc ils doivent revenir. » J'ai remercié la fille et quitté l'hôtel avec Pierre. Après le départ de Pierre, j'ai traversé la rue et suis entré dans un café d'où je pouvais observer l'entrée de l'hôtel. J'ai commandé un café noir qui est resté intact devant moi pendant que je gardais les yeux fixés sur la porte de l'hôtel. Le temps passait lentement. Midi, 13h, 14h. À 15h30, j'ai vu une voiture s'arrêter devant l'hôtel. C'était la voiture de Claire. Mon cœur s'est arrêté un instant quand je l'ai vue descendre du côté passager, souriante, semblant plus jeune et plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Du côté conducteur, un homme grand, avec des cheveux gris soignés et des vêtements élégants, est descendu, le même homme que j'avais vu avec elle au café des mois auparavant. Il a passé son bras autour de sa taille, avec une intimité qui ne vient qu'après beaucoup de temps passé ensemble, et ensemble, ils sont entrés dans l'hôtel. J'étais paralysé, incapable de bouger. Une partie de moi voulait traverser la rue et les confronter là. Une autre partie voulait fuir, faire semblant de n'avoir jamais rien vu. Mais je savais que j'avais besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. J'ai attendu encore 1 heure, essayant de rassembler mon courage. Finalement, je me suis levé, j'ai payé le café que je n'avais même pas touché, et j'ai traversé la rue. À la réception, la même fille m'a regardé avec compréhension. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle a juste hoché la tête, indiquant que le couple était toujours dans la chambre. J'ai monté les escaliers lentement, chaque marche semblant plus lourde que la précédente. Je suis arrivé au 2e étage, j'ai trouvé la chambre 214 et me suis arrêté devant la porte, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre de l'autre côté. J'ai levé la main pour frapper, mais ensuite j'ai entendu sa voix. Ma femme de 45 ans, riant d'une manière que je n'avais pas entendue depuis longtemps. « Arthur, tu es impossible », disait-elle entre des éclats de rire. Arthur. C'était donc le nom de l'homme, l'art du carnet. J'ai pris une profonde inspiration et frappé à la porte. Les voix de l'autre côté se sont immédiatement tues. Après quelques secondes, j'ai entendu des pas s'approcher. La porte s'est ouverte partiellement, et elle était là, ma Claire, les cheveux détachés, portant un chemisier que je n'avais jamais vu. Son visage est passé de la surprise au choc, puis à la panique en quelques secondes. « Hugo,
s'est-elle exclamée, sa voix à peine un murmure. Quoi? Comment? Tu n'étais pas à Lyon pour voir Julien? Je peux entrer? Ai-je demandé, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru. Elle a hésité, regardé derrière elle, puis ouvert la porte plus largement. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu l'homme, Arthur Lavallois, debout près de la fenêtre, visiblement mal à l'aise. C'était un homme très présentable, environ 70 ans, habillé d'une chemise bleue boutonnée et d'un pantalon foncé. « Donc, c'est ça ?» ai-je dit, regardant de l'un à l'autre. Tout ce temps, tous ces voyages, ces cours, c'étaient tous des mensonges? Claire a commencé à pleurer. « Hugo, je peux expliquer. »« Pas besoin, » l'ai-je interrompu. « Je pense que c'est assez clair ce qui se passe ici. » Arthur a fait un pas en avant. « Monsieur Mercier, je sais que ça a l'air terrible, mais... » « Vous ne me devez aucune explication, » l'ai-je coupé. « Je ne savais même pas que j'existais d'après ce que j'entends. » C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le regard qu'ils ont échangé. Ce n'était pas seulement de la honte ou de la culpabilité. Il y avait autre chose là. Quelque chose que je ne pouvais pas identifier immédiatement. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» ai-je demandé, confus. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas tous les deux ?» Claire s'est assise sur le bord du lit, essuyant ses larmes. « Hugo, voici Arthur. Il est... » « J'ai déjà compris ça, » ai-je répliqué avec amertume. « Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous me regardez tous les deux si étrangement ?» C'est Arthur qui a répondu d'une voix basse. « Parce que, jusqu'à il y a quelques semaines, je croyais que Claire était veuve. » Le monde a semblé s'arrêter à ce moment-là. Ces mots résonnaient dans ma tête sans avoir de sens complet. « Veuve » ai-je répété, stupéfait. Claire a levé les yeux vers moi, un mélange de honte et de défi dans le regard. « Oui, Hugo. Je lui ai dit, et à tout le monde ici à Lyon, que j'étais veuve, que mon mari, toi, était mort il y a 2 ans. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. « Tu m'as tué ?» ai-je demandé, incrédule. « Comment m'as-tu tué ?» Elle a soupiré lourdement. « C'était juste plus facile comme ça. J'ai rencontré Arthur lors d'un événement de retraite d'enseignant à Lyon, peu après ma retraite. Nous avons parlé. Il m'a invité à prendre un café. J'ai apprécié sa compagnie, mais je savais que je ne pouvais pas, que je ne devais pas. Mais il a insisté pour me revoir, et j'ai fini par accepter. Quand les choses ont commencé à devenir plus sérieuses, je ne pouvais pas simplement dire que j'étais marié, alors j'ai dit que j'étais veuve. « Et comment suis-je mort ?» ai-je demandé, une rage froide commençant à remplacer le choc initial. « Crise cardiaque », a-t-elle répondu en baissant les yeux. « J'ai dit que tu étais mort subitement, que c'était instantané, mais que j'allais de l'avant avec ma vie. » Arthur avait l'air aussi choqué que moi. « Claire, tu m'as dit que vous étiez allée à Strasbourg il y a 2 ans et qu'il avait ressenti une douleur à la poitrine. C'était tout un mensonge ?» « C'était tout un mensonge, a-t-elle admis, me regardant maintenant directement. « Hugo, je sais que ça semble affreux, mais j'avais besoin de quelque chose juste pour moi. Après tant d'années à prendre soin de tout le monde, les enfants, toi, les élèves, je voulais quelque chose qui soit à moi seul. »« Et pourquoi tu n'as pas simplement demandé le divorce ?» ai-je demandé, ma voix tremblante d'émotion. « Pourquoi cette farce macabre de me tuer dans ton imagination ?» Elle a ri alors, un rire sans humour. « Un divorce à Saint-Laurent ? Tout le monde me jugerait, parlerait dans mon dos. Les enfants seraient dévastés. La réputation que j'ai construite toute ma vie, tout jeté par la fenêtre. C'était plus facile d'avoir 2 vies séparées. Ici à Lyon, j'étais Claire Dubois, une veuve respectable qui a trouvé un nouvel amour. À Saint-Laurent, je restais Madame Claire Mercier, l'épouse dévouée d'Hugo de la métallerie. La froideur avec laquelle elle expliquait tout ça m'a laissé sans voix. Je ne reconnaissais plus la femme devant moi. Arthur avait l'air vraiment mortifié. « Monsieur Mercier, je vous jure que je ne savais pas. Si j'avais su que vous étiez vivant, que vous étiez toujours marié, je ne me serais jamais impliqué avec Claire. Je le croyais. L'homme semblait honnête dans son désarroi. Lui aussi avait été trompé d'une certaine manière. « Depuis combien de temps vous êtes ensemble ?» ai-je demandé. « 2 ans et demi, » a répondu Arthur après une pause. « Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de retraités en septembre 2017. J'étais professeur d'histoire à Lyon. Les dates correspondaient.
C'était exactement au moment où j'avais commencé à remarquer les premiers changements dans le comportement de Claire. Et vous vous voyez à quelle fréquence? Au début, 1 ou 2 fois par mois, a dit Arthur. Puis c'est devenu plus fréquent. Claire disait qu'elle devait venir à Lyon pour des affaires liées à la retraite ou pour des cours, des réunions avec d'anciens collègues. Tous les voyages alors, ai-je constaté? Oui, a confirmé Claire. Quand je disais que j'allais à Avignon ou à Strasbourg avec le groupe d'amis, j'allais en fait avec Arthur. Mais vous vous rencontriez aussi ici à Lyon régulièrement. Elle a hoché la tête. Les mardis et jeudis, quand je disais que j'avais le cours d'informatique. J'ai regardé autour de la chambre. Il y avait 2 valises ouvertes, des vêtements organisés dans l'armoire entr'ouverte. Et ce voyage que j'étais censé faire pour voir mon frère. Vous alliez passer toute la semaine ensemble? Un autre hochement de tête. Oui, nous l'avions prévu il y a longtemps. Quelque chose ne collait toujours pas. Et nos enfants, ils savent quelque chose de cette double vie que tu mènes? Bien sûr que non, a-t-elle répondu, horrifiée. Ils pensent que je fais toutes ces activités dont je leur ai parlé, les cours, les clubs de lecture, les voyages avec des amis. Et tes amis ici à Lyon, ils pensent tous que tu es veuve? Oui, les quelques personnes que je connais ici le croient. J'ai regardé Arthur. Et votre famille? Vos amis? Il avait l'air mal à l'aise. Ma femme est décédée il y a 6 ans. J'ai 2 enfants adultes qui vivent à Paris. Ils ont rencontré Claire l'année dernière. Ils croyaient qu'elle était veuve comme moi. La situation était si absurde que j'ai presque ri. Donc tu as toute une vie ici. Des gens qui te connaissent comme la veuve Claire Dubois. Tandis qu'à Saint-Laurent, tu es toujours Madame Claire Mercier, la femme du métallier. Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux. Pourquoi, Claire? Ai-je demandé, ma voix se brisant. Pourquoi tu n'as pas simplement mis fin à notre relation si tu ne m'aimais plus? Pourquoi tous ces mensonges? Elle a levé les yeux et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans son regard auparavant, un calcul froid. Parce que de cette façon, j'avais le meilleur des 2 mondes. À Saint-Laurent, j'avais le respect de la communauté, le confort de notre maison, la proximité avec les enfants et petits-enfants. Ici à Lyon, j'avais l'excitation d'une nouvelle relation, la liberté d'être quelqu'un d'autre sans le poids de 45 ans d'histoire. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Et moi, qu'est-ce que j'étais dans toute cette équation? Tu faisais partie de ma vie à Saint-Laurent, le père de mes enfants, le grand-père de mes petits-enfants. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est pourquoi je n'ai jamais rien dit. Tu ne voulais pas me faire de mal? Ai-je répété, incrédule. Tu m'as tué dans ton imagination, Claire. Tu m'as effacé de l'existence. Comment est-ce que ça n'allait pas me faire mal quand je le découvrirais? Je n'ai jamais pensé que tu le découvrirais, a-t-elle admis. J'ai quitté cet hôtel de Lyon en étant un homme différent. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis simplement retourné et je suis parti, laissant Claire et Arthur avec leurs secrets et leurs mensonges. J'ai pris un train pour retourner à Saint-Laurent, regardant par la fenêtre sans vraiment voir le paysage qui défilait. 45 ans de mariage, toute une vie construite ensemble. Et tout ça avait été une farce, du moins ces dernières années. Quand je suis rentré à la maison, Claire n'était toujours pas revenue. J'ai emballé quelques vêtements dans une valise, pris des documents importants et suis parti. Je ne pouvais pas dormir sous le même toit où tant de mensonges avaient été racontés. Je suis allé chez Thomas et il m'a reçu, stupéfait. « Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Où est maman ?» m'a-t-il demandé, inquiet. Je me suis assis et lui ai tout raconté. C'était l'une des conversations les plus difficiles de ma vie. J'ai vu l'incrédulité dans ses yeux, puis la colère, la tristesse. Le lendemain, Manon est venue aussi. Ils voulaient tous les 2 entendre la version de leur mère, bien sûr, mais j'avais des preuves. Le carnet avec les notations, le témoignage de la réceptionniste de l'hôtel, même Pierre qui m'avait accompagné pendant la recherche. Quand Claire est finalement revenue à Saint-Laurent et est venue chercher les enfants, ils savaient déjà tout. C'était une période terrible. La famille que j'avais construite avec tant d'amour était brisée. J'ai décidé de divorcer. À 69 ans, je me suis retrouvé seul, devant recommencer. Les premiers mois ont été les plus difficiles. J'ai loué une petite maison près de la métallerie. Je me suis immergé dans le travail. Les enfants m'ont soutenu.
Mais c'était compliqué pour eux aussi. Les nouvelles se sont répandues rapidement à travers Saint-Laurent. Dans un petit village, on ne peut pas cacher quelque chose comme ça. Je sentais les regards de pitié. J'entendais les chuchotements quand je passais. Quant à Arthur Lavallois, j'ai appris plus tard qu'il avait aussi rompu avec Claire. D'après ce qu'on m'a dit, il était aussi choqué que moi de découvrir l'étendue de ses mensonges. Claire a fini par déménager à Lyon après le divorce, vendant sa part de la maison et achetant un appartement là-bas. Les enfants gardent contact avec elle, mais les choses n'ont jamais été les mêmes. Les célébrations familiales, les dimanches en famille, tout ça s'est terminé. Le temps a passé et la douleur, bien qu'elle n'ait jamais complètement disparu, est devenue plus supportable. J'ai appris à vivre seul, à trouver du plaisir dans les petites choses. J'ai commencé à pêcher plus, à voir mes amis au club, à passer du temps avec mes petits-enfants quand ils venaient me rendre visite. Aujourd'hui, 5 ans après ce jour terrible, je peux dire que j'ai survécu. J'ai 74 ans, avec quelques rides de plus et quelques rêves de moins, mais je continue. L'atelier, maintenant officiellement Mercier Métallerie et Fils, continue de prospérer sous l'administration de Thomas. J'y vais encore presque tous les jours, plus pour discuter et m'occuper que pour vraiment travailler. Je ne me suis jamais impliqué romantiquement avec quelqu'un d'autre. Pas par manque d'opportunités. Étonnamment, il y a plusieurs veuves ou divorcées à Saint-Laurent qui ne se relèvent pas contre tenir compagnie aux vieux métalliers. Mais quelque chose en moi s'est fermé après cette expérience. Je préfère la simplicité de ma routine actuelle, sans complications, sans attente qui pourrait être déçue. La leçon la plus difficile que j'ai apprise dans tout ça, c'est que parfois, on pense connaître quelqu'un complètement, mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans le cœur et l'esprit d'une autre personne. 45 ans, aux côtés de Claire, et je n'ai jamais imaginé qu'elle était capable de quelque chose comme ça. J'ai aussi appris le pardon. Pas nécessairement pardonner à Claire, mais me pardonner à moi-même. Pendant longtemps, je me suis blâmé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? À quel moment ai-je échoué en tant que mari? Il m'a fallu du temps pour comprendre que nous ne sommes pas toujours responsables des choix des autres. La vieillesse apporte la sagesse, mais aussi la conscience que le temps est trop court pour vivre dans l'amertume. C'est pourquoi j'ai choisi d'aller de l'avant. Je n'ai pas oublié. Je ne fais pas semblant que ça ne s'est pas passé. Mais je ne permettrai pas à cette trahison de définir qui je suis ou comment je vis le reste de mes jours. Mes enfants et petits-enfants sont ma joie maintenant. Thomas suit mes traces dans l'entreprise, tandis que Manon continue son travail d'enseignante. Emma a déjà 15 ans, une jeune fille intelligente qui veut devenir ingénieure comme son papa. Lucas, à 14 ans, montre de l'intérêt pour la métallerie. Il me demande toujours de lui apprendre à travailler le métal. Qui sait, peut-être qu'il sera la 3e génération de merciers dans le métier. S'il y a une chose que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est ceci. Valorisez la vérité. Aussi douloureuse soit-elle, la vérité vous libère. Vivre un mensonge, même confortable, c'est comme construire une maison sur du sable. À un moment donné, tout s'effondrera. Soyez honnête avec vous-même et avec ceux que vous aimez. Si vous n'êtes pas heureux, si vous voulez du changement, parlez-en. Cherchez des solutions ensemble. Ne créez pas de vie parallèle. Ne tuez pas symboliquement quelqu'un qui a été à vos côtés pendant tant d'années. Et rappelez-vous aussi qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 69 ans, j'ai dû réapprendre à vivre seul après presque un demi-siècle de mariage. C'était incroyablement difficile. Il y a eu des jours où je pensais que je n'y arriverais pas. Mais me voilà, 5 ans plus tard, toujours debout, souriant encore, trouvant encore des raisons d'être reconnaissant pour chaque nouveau jour. La vie est pleine de surprises, certaines bonnes, d'autres pas. L'important, c'est comment nous les affrontons, ce que nous apprenons et comment nous continuons d'avancer. Personne ne traverse ce monde sans cicatrices. Mais ces marques sont ce qui raconte notre histoire, ce qui montre à quel point nous sommes forts et capables de surmonter les épreuves.